Bonjour. On a un petit coup de fil à passer, on va voir si ça répond. Et ça répond. Salut François. Allô, allô. Hop, salut François. Voilà, attends, j'essaie de te mettre sur le grand écran, tu m'excuses. Hop, Là, voilà. Et qui es-tu? Qu'es-tu en train de faire? Je t'entends pas très bien. Et qui es-tu et qu'es-tu en train de faire, François? Donc je suis agriculteur céréalier dans le Lauragais et je suis en plein semis des blés. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu? Là, demi-tour. Ouais, alors attends, je finis ma manœuvre et je te montre ça. Hop, appuie sur le GPS quand même, prends ta ligne. Surtout que en plus, ça tombe bien puisqu'il va y avoir de la coupure de tronçon là. Et voilà. Donc voilà, je suis en train de faire ma ligne de référence. Impeccable. Donc là, j'ai le semoir qui sème que d'un côté puisque je repasse sur une zone que j'ai semée déjà. Là, j'avance un peu, je vais reprendre une zone non semée sur laquelle le semoir va se réactiver. Et ça, tout ça, ça se fait tout seul, on est d'accord. Ça se fait tout seul. Là, j'ai le manip, j'ai une qui tient le téléphone et l'autre qui tient le coup de doigt. Voilà, et donc... Donc là, je vais arriver sur la zone où on voit la distinction entre la terre qui a été travaillée et celle qui n'a pas été. Et là, le semoir, on va voir, il va s'activer. Voilà. Et voilà, et ça ressème parce que... Impeccable. Bon courage pour ta journée, François. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bon courage. Merci. À vous Bon, aussi. Bon, il a tout dit, là, on n'a plus besoin d'ajouter quoi que ce soit, on s'en va. Normalement, il a tout dit. Hop. Alors, on va voir si ça marche. Normalement, ça marche. C'est de la tech, mais ça marche. Hop. Bon. Merci à mon frère, quand même, qui sème le blé pendant que je fais des conférences. Merci à toi d'être venu quand même, parce qu'on est sur un timing quand même pas terrible pour vous en termes de travail, en plein dans le boulot. Comme vous avez vu, en fait, aujourd'hui, on est là pour vous parler de tech, et de tech dans un domaine en fait assez particulier que beaucoup ne connaissent pas forcément. Il y a des préjugés aussi dessus, donc on est là pour remettre un peu l'église au milieu du village dans le sens connaissance. Et parce que je suis tech et que j'aimerais aussi faire rencontrer ces deux mondes aujourd'hui et vous montrer à quel point ça a toute sa place ici. Donc on va parler de tech au service de l'agriculture et à quel point en fait vous les techs vous changez le monde agricole finalement. À toi, et en plus tu as fait une entrée remarquée ce matin. C'est vrai que venir en tracteur et sauter par-dessus les trottoirs pour me mettre devant la porte de Diagora, c'était pas ce qu'il y avait de plus discret. Voilà. Donc je suis agriculteur, producteur de céréales. C'est de lui le titre, hein, c'est pas moi. Hein. Modestement, producteur de céréales, agriculteur, c'est très bien. Et alors c'est lui en fait. J'ai pris la photo l'année dernière, c'est vraiment lui. Moi je suis un peu connu pour mon consulting Keycloak, pour ceux qui me suivent, mais j'ai aussi une activité un petit peu autre. Je fais de la maintenance un peu de matériel agricole avec vous et une grosse préférence pour les fils électriques, j'adore ça. Merci. Quand il y a des trucs qu'on ne sait pas faire, on appelle Mathieu. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et je me régale. Comment on prépare une keynote? Finalement, il y a un vrai défi logistique derrière tout ça. Le premier, c'est de travailler une keynote avec un agriculteur qui n'a pas le temps. Du coup, on le fait dans la cabine, tous les deux. Ça nous a pris quelques heures, donc merci beaucoup pour ton temps. Le deuxième défi, c'est que nous, on ramène des démos sur lesquelles il faut une assurance responsabilité civile pro, parce qu'on ramène des engins de quoi 5 tonnes, 6 tonnes. Et du coup, merci aux orgas qui ont quand même fait le nécessaire pour qu'on puisse ramener le matériel, et on va vous montrer à quoi ça sert tout à l'heure. On sponsorise la conf un peu à notre idée aussi. Donc on va vous expliquer à quel point en fait, tous les pop-corn que vous allez pouvoir manger aujourd'hui, finalement, ils ont été produits à quelques kilomètres d'ici. Un premier petit disclaimer, en fait, vous allez voir beaucoup de marques, et notamment une célèbre marque américaine de tracteurs verts et jaunes. Nous ne sommes absolument pas sponsorisés par eux, nous ne sommes pas payés pour dire quoi que ce soit d'eux. C'est juste qu'en fait, il se trouve que c'est une marque que tu utilises, et c'est une marque aussi qui a extrêmement développé la partie tech dans leurs engins, dans leurs outils. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler, au même titre que certains présentent avec des Mac, comme c'est mon cas actuellement. Est-ce que le monde agricole en fait intéresse les devs? Évidemment, j'ai envie de dire oui. Merci Aurélie.
J'ai un cadeau pour toi après. Il se trouve que le monde agricole, en fait, a à peu près les mêmes débats, totalement interminables, mêmes débats qu'on a dans la tech. Alors oui, ça parle peut-être pas à grand monde. C'est le même niveau que ça de débat. Et nous on le fera pas, c'est promis. Après, pour revenir au métier, agriculteur, c'est quoi? L'imaginaire nous voit un peu comme des jardiniers, mais aussi, il faut le dire, de plus en plus comme des gestionnaires. Et il y a beaucoup d'ingénierie dans ce métier finalement. Pour arriver à vous parler de tech dans l'agriculture, il va vous falloir un peu de contexte. Et bon, je vais essayer d'être synthétique. Alors là, retour à l'école primaire. Là. Finalement, c'est les fondamentaux de notre métier, le vivant et la plante. Il faut savoir que les premières traces de blé cultivé remontent à 10 000 ans, au sud de la Turquie. Donc je pense pouvoir dire qu'on exerce le plus vieux métier du monde. Au fil des croisements génétiques et des millénaires de semis, l'homme a transformé des plantes qui étaient sauvages, qui poussaient spontanément, en vrai Formule 1 de productivité et de technologie, pour se nourrir d'une manière sûre et abondante. En fait, en France, jusqu'aux années 40, en fait, jusqu'après la guerre, en fait, l'agriculture, elle était vivrière, très locale, c'est-à-dire des fermes qui produisaient juste pour nourrir une région un peu autour. Et c'est l'époque des fermes où il y avait de tout, c'est-à-dire on avait un poulailler, il y avait le cochon, il y avait des céréales, il y avait des légumes, il y avait à peu près de tout, et ça nourrissait un secteur assez restreint autour de la ferme. Bon, alors une fois de plus, vous avez tous été à l'école, mais petit rappel quand même. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire et nourrir l'Europe. Donc toutes les innovations qui ont été développées pour les biens du conflit, entre guillemets, que ce soit en termes de chimie, de machinisme, et ont été utilisées pour l'agriculture, donc via le plan Marshall sponsorisé par l'Amérique qui voulait un peu s'implanter en France. Donc dans le même temps, l'industrie et le tertiaire se développent, ce qui a amené à une modification profonde du schéma social avec une population qui a adopté la modernité et le confort de la vie urbaine, pendant que les campagnes se vidaient de plus en plus et que les fermes grossissaient avec un nombre d'agriculteurs en baisse. Finalement, on en est arrivé là. Avant la guerre, les actifs agricoles représentaient 40% de la population. On leur demandait bien sûr de nourrir tout le pays. Et aujourd'hui, on est 3%, mais on doit toujours nourrir tout le pays. L'agriculture, il y a plusieurs métiers. Moi, je vais vous parler de production de céréales parce que c'est ce que je sais faire. Un zoom là-dessus. Bon, nous, on est vraiment un pur produit de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on a une production dont le prix est indexé sur un marché mondial. On ne contrôle pas le prix. On peut essayer de limiter le risque prix avec des outils boursiers, mais pas plus. On achète des engrais qui viennent d'Afrique du Nord. On achète des machines qui sont fabriquées dans le monde entier. Les molécules qui servent aux produits phyto sont synthétisées en Asie. Et finalement, on exporte nos productions jusqu'en dehors de l'Union européenne. Maintenant, le terroir. Le terroir, c'est la combinaison entre des facteurs géologiques et des facteurs climatiques, avec finalement un accès à l'eau qui va conditionner des cultures différentes selon les terroirs. Par exemple, le pois chiche ne va pas avoir le même besoin d'eau que la betterave. Et si on prend par exemple la ville de Pau, il pleut 1100 mm d'eau par an. À Perpignan, à peine 300, les rivières sont sèches. Donc finalement, chaque terroir a ses spécificités. Et tout ça, c'est conditionné en grande partie par la pluviométrie. Donc parmi les enjeux d'avenir, on va être aussi amené à devoir encaisser des épisodes climatiques de plus en plus extrêmes, parce qu'aujourd'hui, on a des alternances entre sécheresse et inondations qui sont de plus en plus fortes. En fait, ça donne en France une agriculture très très diversifiée, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'élevage, on va retrouver de la pisciculture, de la viticulture, du maraîchage, des céréales, l'apiculture, et tout ça, ça va dépendre aussi beaucoup de régions, des régions qui se sont spécialisées en fonction justement de leur terroir, et on a en France une des agricultures les plus diversifiées qui soit. Donc, pour revenir à ce que je disais, on ne maîtrise pas notre prix de vente, et donc finalement, on est exposé à une concurrence qui est mondiale. Tout ça aidé par un faible coût du fret maritime
qui fait qu'un pastier italien a le choix entre acheter du blé dur au Canada ou en France avec à peu près les mêmes prix. Donc vous allez me dire comment on peut être rentable face à un agriculteur céréalier canadien. C'est très simple, le Canadien il produit de faibles rendements avec peu de coûts de production mais de grandes surfaces. Nous, on a de faibles surfaces mais on investit beaucoup à l'hectare pour faire du rendement et donc il y a une concentration de technologie qui est plus importante. En plus de ça, on a quand même quelque chose qui est bien français ou même européen, c'est le contexte réglementaire. On a une agriculture qui est économiquement dépendante des aides européennes, des aides de la PAC. Ça représente environ 20% de notre chiffre d'affaires, c'est considérable. Mais c'est conditionné. On a une production qui est parmi les plus contraintes au monde, avec des restrictions sur les usages d'engrais. On n'a pas accès à certaines choses comme les OGM. On est tenu à des normes très importantes sur le respect de la biodiversité et du paysage. On est surveillé sur la pollution des eaux, sur l'érosion des sols, on est même surveillé sur la consommation de carburant à l'hectare. Et tout ça, c'est contrôlé de manière régulière et aléatoire. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, je dis juste qu'en plus d'être dans le game mondial sur les mêmes marchés, on est plus écolo que les autres. Et bon, comme je parle d'écologie, ça nous amène à la diapo suivante. C'est l'influence de la nature sur notre production. Il faut savoir qu'on a un mode de production avec des cultures qui sont isolées sur une parcelle. On fait la même culture sur la parcelle. Et donc, elles sont confrontées à tous les autres bio-agresseurs, que ce soit mauvaises herbes, insectes ou maladies. Et donc, le fait de cultiver une seule espèce à la fois, on crée une sorte de cluster de maladies où on doit finalement gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'on cultive avec des rotations. Chaque culture est succédée par une autre au fil des années. Et on varie aussi énormément les moyens de lutte. Sinon, on a des pertes d'efficacité. Et donc, tout ça, ça se raisonne. Finalement, les cultures, ce sont comme des Formule 1, très performants, mais aussi très fins et très, très fragiles à piloter. D'où la nécessité d'être précis et raisonné dans les applications. Et voilà. Et donc avec toutes les solutions qui s'apportent à vous et qu'on va vous expliquer avec notamment beaucoup de tech. Ça augmente énormément les coûts à l'hectare, mais il faut malgré tout rester hyper compétitif. Ça en fait c'est l'évolution du rendement de blé depuis la fin de la guerre jusqu'aux années 2000. Et en fait ça a augmenté en flèche parce qu'il y a eu toute la recherche, il y a eu toute la résultante de la recherche. Et depuis les années 2000, en fait, ça plafonne parce qu'il y a un moment, c'est pas possible, on ne peut pas aller au-delà de ça sans avoir d'autres contraintes fortes. Et l'idée, c'est que depuis les années 2000, pour rester compétitif, il faut produire autant avec moins de ressources pour arriver à toujours être rentable, parce que ça reste des entreprises quand même, et tu te dois d'être rentable si tu veux vivre. Donc dans l'idée, c'est d'être aussi performant, voire plus performant, avec beaucoup moins de chimie et moins de gasoil. Et donc finalement, il y a un autre enjeu qui est, en plus de la quantité, ça va être la qualité du grain, qui va se jouer sur deux volets. La qualité sanitaire, c'est tout ce qui est particules indésirables, donc mycotoxines émanant de maladies et aussi résidus de pesticides. Et la qualité technologique, donc ça c'est le fait que le grain soit normé pour les usages de l'industrie agroalimentaire. Grosso modo, la tenue des pâtes à la cuisson dépend de critères technologiques qui découlent du schéma de production. Alors, c'est quoi déjà le Lauragais? C'est quoi une exploitation céréalière dans le Lauragais? C'est une exploitation qui s'est spécialisée au fil des années sur la production des céréales. C'est un terroir qui s'y prêtait bien et comme chaque région a dû se spécialiser, nous on s'est spécialisé dans les céréales. Pour un actif, la surface moyenne pour une bonne rémunération aujourd'hui c'est environ 200 hectares si on ne fait que des céréales, donc ça fait beaucoup. Et c'est une exploitation du Lauragais, c'est aussi toujours les enjeux sur l'eau, qui est le facteur limitant des rendements. On a à peu près les mêmes sols que dans la Beauce à certains endroits, sauf qu'on n'a pas autant d'eau. Donc ça va être de jouer sur la qualité de nos sols et les interactions biologiques.
En fait, on est situé dans un couloir à relief doux entre les massifs montagneux des Pyrénées et la Montagne Noire. Donc en fait, le Lauragais, c'est ce que j'ai expliqué sur ce carré-là. En fait, ce couloir, il relie la Méditerranée à la Gascogne. En fait, on a un point de convergence entre des masses d'air océanique et méditerranéenne. C'est très particulier, ça fait un peu un microclimat à cet endroit-là. Et notamment, il y a beaucoup d'incertitudes météo. Jusqu'à tout à l'heure, en fait, il y avait encore de l'incertitude météo sur ce que vous alliez pouvoir faire sur les jours à venir. C'est sûr que la météo, c'est quelque chose d'important. On ouvre l'application météo 5 fois par jour en ce moment. Nous, on est donc dans cette région du Lauragais. L'expression trouvée par Mathieu, le pays des 1000 collines, je ne connaissais pas. Bon, je prends. Trouvé ça chouette. En tout cas, le paysage est très joli et c'est un contexte géologique accidenté avec des champs en coteaux, une profondeur de terre meuble qui oscille entre 10 cm et 3 mètres de profondeur. Et bien sûr, plus la couche de terre est profonde, plus le volume d'eau que peut stocker le sol entre deux pluies est important. Donc ce que j'essaie de vous dire par là, c'est qu'on a un contexte géographique qui fait qu'on a beaucoup d'hétérogénéité dans les champs. En fait, on y produit essentiellement ici des céréales divers, blé dur, blé tendre et de l'orge, des oléagineux, donc tournesol, colza qui vont être utilisés pour l'huile, des légumineuses, pois et pois chiches, et quelques céréales de printemps, maïs et sorgho. Le maïs, on aura l'occasion d'en reparler, c'est un petit sujet là quand même. La culture principale chez nous, c'est un peu notre tête de pont, c'est le blé dur. C'est une culture de niche qui est dérivée génétiquement du blé tendre. Les zones de production dans le monde sont beaucoup plus limitées que les zones de production qui permettent de faire du blé tendre. Et finalement, qu'est-ce qui le différencie? C'est qu'à l'écrasement, la farine, le blé tendre va donner de la farine, le blé dur va donner une sorte de pâte. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence. On ne fera pas les mêmes choses avec la farine, on va faire du pain. La pâte, on va faire du couscous et des pastas. Donc en fait, quand vous allez acheter vos pâtes, vous allez sûrement manger un bout de la production de Bertrand. Un morceau sûrement à l'intérieur. Ouais, voilà. Une nouille dans le sachet. Production de blé tendre, donc là vraiment boulangerie, pâtisserie. Pour ceux qui veulent faire la différence, je suis passé chez toi avant-hier, j'ai pris deux petits échantillons de blé dur et de blé tendre parce que visuellement ça quand même il n'y a pas de. Oh, le voleur. Oui, je suis venu voler chez toi, tu t'en es même pas rendu compte. Faut que tu mettes un portail quand même. Et j'ai du blé dur et du blé tendre pour ceux qui voudront voir. En fait, le blé tendre, c'est une culture qui est assez ajustable finalement en fonction des apports d'engrais, etc. Et du coup, ça permet de l'ajuster et d'avoir en fait un curseur, de dire que quand les prix sont bas, et bien peut-être l'amener un peu plus à l'économie, que quand les prix sont hauts, ça vaut peut-être le coup d'investir. Et idem selon les parcelles. Quand c'est des parcelles à fort potentiel, on pousse en intrant. Et si c'est des parcelles où on sait que le rendement sera plus bas, on va aussi bien réduire les moyens de mise en production. On a le leader du maïs popcorn européen dans le Gers. On y est allé hier avec Sébi. On est allé les voir. C'est une culture très particulière. Ça nécessite des sols profonds, ça nécessite forcément beaucoup d'eau. Le maïs, comme on le sait, c'est des coûts en fait qui sont assez importants. Et du coup, en fait, la société dont je vais vous parler sponsorise le Defest Toulouse en vous offrant tout le popcorn que vous trouverez sur les stands aujourd'hui. Donc voilà, ça vient directement de chez le producteur. Et puis quand vous faites un bon shitstorm sur Twitter, il y a des chances que le popcorn, là les chances sont très très élevées, que le popcorn il vienne d'ici. Donc je vais remercier la société Nataïs. Et Nataïs nous a fourni des sacs dans lesquels j'ai des sachets micro-ondables qu'ils nous ont offerts, qu'on va pouvoir vous offrir. Il y en a quand même quelques-uns. J'en ai un carton entier avec des goûts spécifiques qu'ils ont développés, etc. Donc si vous venez nous voir après, on pourra vous offrir du maïs. Tu m'en laisses quelques-uns ? Je t'en laisse un à la truffe, promis. Génial. Et du coup, j'en ai un sucré, je vais l'offrir à Aurélie comme pour la photo. Merci beaucoup à Nathalie, vraiment ils nous ont rien demandé en retour, c'est vraiment chouette à eux. Et l'orge, on en fait quoi de l'orge? Eh ben ouais, la bière. Et donc ce soir, vous allez trinquer à notre santé. Il y a des copains qui ont sorti 1600 tonnes d'orge à bière l'été dernier. Ça commence à faire quelques canons. Bon, on va passer aux choses sérieuses.
Parce que pour l'instant, on a parlé d'agriculture, de champs. Là, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse aussi, c'est la donnée. Et finalement, comment on fait pour utiliser cette donnée? Que représente la donnée pour nous? C'est le fait de traduire le réel, ce qu'on observe tous les jours en tant que paysan, en données informatiques exploitables par des machines. Donc la première des choses, c'est la connaissance de ces sols. Comme je vous disais, on a des champs hétérogènes. Et ça va avoir une forte importance sur la façon de faire varier les apports d'intrants à l'échelle de la parcelle, et un fort impact sur nos pratiques. Par exemple, on va donner un exemple très concret. On est allé prélever des échantillons dans le champ, dans une parcelle en exemple. Ici, vous voyez, c'était la zone un peu maigre avec 22% d'argile. À 200 mètres de là, vas-y, tu peux mettre. Oui. On avait 47% d'argile. L'argile, c'est la molécule qui va, enfin, c'est pas une molécule, c'est le composant qui va faire la capacité à retenir de l'eau. Et un sol argileux, c'est un sol qui retient l'eau. Un sol peu argileux, c'est un sol qui va retenir moins d'eau et donc produire moins de rendement. Pour vous donner une idée, quand on a de la terre argileuse, qu'on la frotte entre ses mains, on est capable d'en faire un boudin avec une terre argileuse. Quand on a une terre peu argileuse, elle s'émiette seulement et elle tombe au sol. Et le tout, c'est dans la même parcelle. C'est ça qui est important à comprendre. En fait, ce qui a été fait aussi sur la parcelle a énormément d'importance, c'est-à-dire tout l'historique de la parcelle. Et donc, il va falloir connaître tous les antécédents, c'est-à-dire à la fois la culture précédente, la fertilisation versus le rendement, c'est-à-dire que toute la fertilisation qui a été apportée, elle n'a peut-être pas été consommée par la plante, et en fait en faisant un ratio entre le rendement et la fertilisation apportée, ça va permettre de calculer un reliquat, et donc du coup ça va influer énormément sur la culture suivante. Et en fait la présence des ravageurs, et puis forcément en tant que pêche-à-bouche j'étais obligé de les mettre, ils sont là, ça fait partie aussi d'une composante à prendre en considération, c'est-à-dire que par exemple la présence de sangliers dans certains champs, que ce soit pêche-à-bout ou autre, posent de réels problèmes et vont être déterminants aussi dans certaines implantations de culture. On parle des sangliers, mais on peut parler des oiseaux aussi, qui sont un autre problème. Là, c'est une résultante d'une image satellite, donc c'est via une société Agrodoc qui vous fournit ça. C'est une reconnaissance d'image par satellite et il y a une reconnaissance juste de la couleur verte parce que finalement le vert c'est ce qui montre finalement les cultures ou en tout cas l'intensité de photosynthèse en l'occurrence. Voilà. Et on reconnaît très bien en fait sur une image comme ça des zones, c'est-à-dire par exemple un sommet de crête ici où forcément le sol a été un peu plus érodé, ça pousse beaucoup moins bien ici, un bord de haie ici ou encore un arbre isolé ici. Et même à la récolte, ça rentre en considération, c'est-à-dire que la machine elle produit une carte de rendement, c'est quoi, mètre par mètre quasiment? Là, c'est oui, tous les 2-3 mètres. Tous les 2-3 mètres, voilà. Et cette carte-là, donc là, c'est l'écran de la machine. Cette carte-là, tu la retrouves après directement dans les applications SaaS, dans le cloud, pour pouvoir aussi aider à la prise de décision. Donc, on distingue quand même qu'il y a des zones dans le champ avec plus ou moins de rendement. Et comme on parle de cartes, en fait, c'est bien beau d'avoir des cartes, mais si on ne peut pas se repérer dessus, ça n'a pas grand intérêt. Et en fait, l'outil de base, aujourd'hui, une agriculture de précision, ce que vous a montré François en début, c'est le GPS. Le GPS, finalement, ce n'est pas tout à fait le même que celui que vous avez chez vous. Là, on peut descendre à la précision centimétrique, avec certaines options, avec des stations au sol. Généralement, tu es sur 15 à 3 cm à peu près de précision, ce qui est déjà bien, avec toutes les capacités qu'il y a autour. À noter qu'en fait, sur les derniers téléphones, et notamment les derniers iPhones, vous avez des technologies GPS aussi qui sont dans des ordres de précision de à peine quelques mètres aussi. Hein. Donc ça rentre en considération aujourd'hui dans certaines pratiques agricoles. Et donc les fonctionnalités au GPS, c'est assez important parce que du coup on peut avoir de l'autoguidage. Vous avez vu tout à l'heure François, il ne tenait pas le volant, ça conduit tout seul. On peut s'aligner sur des traces déjà faites, prévoir des traces qui vont être faites et éviter le recroisement. Donc d'où la démo de François tout à l'heure. On sait où on est déjà passé, donc on ne va pas repasser au même endroit. Ça nous donne ce cas d'usage. Ceux qui étaient là à Grenoble l'ont vu, c'est quand même assez fou. En Australie, ça c'est une démo qui a été faite en Australie, ils semaient des lentilles après du blé, donc ce que l'on voit en fait c'est les chaumes de blé, et ils sèment en direct, ils ne retravaillent pas le sol, et les lentilles elles sont sensibles au moment de la levée au vent froid du sud de chez eux, et donc ils se servent des rangs de blé comme étant un coupe-vent pour pouvoir que les lentilles poussent comme il faut.
Donc dans l'idée, c'est qu'ils prennent la trace GPS qui a servi au semis de blé plusieurs mois avant, décalée de quelques centimètres, et ça tombe juste à chaque élément de semis. Le tout sur une largeur pareille. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de rang écrasé à part derrière les roues. Et sur des lignes droites de plusieurs kilomètres, et ça va maintenir le cap, ça va marcher, ça marche très très bien. Autant dire que c'est impossible de faire ça à la main. Ah oui, non. Puis celui-là, on ne peut pas le ramener à Diagora, hein, parce qu'il est un peu costaud. Hein. Maintenant, on en arrive aussi, fait le demi-tour en bout de champ. Donc ça le fait tout seul. Donc ça relève, ça tourne les roues, ça fait son petit demi-tour, ça va reprendre une ligne, tout seul, vous voyez, sur l'écran. Ça redresse, ça repose l'outil, et c'est reparti. Et du coup, alors j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, j'ai un peu honte. Pourquoi vous faites un rang sur deux? C'est compliqué à expliquer, mais en fait c'est assez simple. On entre dans le champ d'un côté et on ressort du même côté en général. Donc ce qui fait qu'on fait les rangs pairs à l'aller, les rangs pairs au retour, et on ressort. Voilà, c'est juste pour éviter de rerouler. Et les rangs impairs au retour, et on ressort. Voilà, tout simplement. On va utiliser aussi des modèles prédictifs qui sont fournis pour prévoir de la maladie, donc fonction de la pluviométrie, fonction des températures. En fait, il y a des alertes qui sont émises fonction d'observations qui ont été faites dans des champs, fonction aussi de modèles basés sur la météo, sur des variétés de plantes. Et on va savoir à certains moments qu'il va y avoir une forte probabilité de présence de maladies, de présence de certains ravageurs. Et donc, ça va permettre d'intervenir vraiment en amont avant que la culture se fasse complètement ravager. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on était capable de faire, le point le plus intéressant et le plus technique dans le métier, c'est quelles sont les règles de décision. Comment on fait pour utiliser cette donnée et pour utiliser au mieux les moyens qu'on a pour arriver à des bons résultats sur l'exploitation. On en est un peu aux prémices de l'exploitation de cette donnée, donc on avance à tâtons avec beaucoup d'observations, c'est au ressenti, c'est des conjectures. Mais pour une utilisation systématique, on a besoin de règles de décision et de modèles. Parce que si on n'a pas ça, on passerait trop de temps à faire des calculs et à se prendre la tête avec trop de paramètres, et au final, ce serait juste inutilisable. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais il y a pas mal de gens qui sont au travail là-dessus déjà, je crois. Il y en a peut-être parmi vous. Peut-être, oui. Et pour ça, il faut comprendre la plante et ses besoins. La plante, on peut voir ça comme une machine qui consomme de l'eau, des nutriments, du dioxyde de carbone, qui utilise les rayonnements du soleil. Des métabolismes se font, et finalement, elle produit de la masse végétale et du dioxygène. Si un des composants fait défaut, le métabolisme ralentit, se met en pause, ou même la plante peut mourir, ce qui explique les différences de rendement à la fin. Là, je vous ai simplifié le truc à l'extrême. Et il y a des caractéristiques de plantes. Par exemple, le blé, il a une capacité de se multiplier, c'est-à-dire ce qu'on appelle de faire des talles. Donc à partir d'un seul grain, il peut y avoir plusieurs épis. Là où, par exemple, le maïs, le tournesol, le sorgho, par exemple, eux, ils n'ont pas la capacité à taller, donc on a un pied par graine. Et ça, c'est une composante aussi qui est très, très importante. Par exemple, au moment du semis, quand on va faire nos cartes de modulation de densité, pour du blé, on va semer moins de graines là où le potentiel est le plus fort, puisque la plante compense. En maïs, on va semer plus de graines là où le potentiel est le plus fort, puisque la plante ne compense pas. Ensuite, il y a la partie azote, nutrition. Après la semence, on fertilise. Et les métabolismes font que l'absorption de l'azote par la plante et ensuite il y a son stockage dans les feuilles, et ensuite cet azote-là, après le stockage, j'ai dit n'importe quoi. Oui. Je recommence, excusez-moi. Donc la plante absorbe l'azote, métabolise tout ça, et donc fait de la masse végétale dans les feuilles. Finalement, à la fin du cycle, elle va utiliser cette masse végétale pour remplir les graines. C'est pour ça que les feuilles sèchent à la fin du cycle. L'azote, c'est donc un élément nécessaire en grande quantité pour faire le métabolisme des plantes et les graines in fine. Et donc, il va y avoir des stratégies aussi d'application de cet azote. Donc, par exemple, en tout début de cycle de la culture, le premier apport,
on va chercher à harmoniser. C'est-à-dire que dans les zones les plus faibles, on va booster en mettant plus d'azote. Le cycle de la culture va se faire, les écarts vont un peu se compenser. Et en arrivant au moment du deuxième apport, quand la plante est plus avancée, on part du principe que les écarts se sont creusés, et là au contraire on va apporter la dose la plus forte à l'endroit où la plante est la plus dense et où il y a le plus de potentiel. Finalement, on est à la recherche d'un optimum où on va intégrer les données économiques avec le prix de l'engrais et le prix de la récolte, et des données techniques avec les besoins de la plante en fonction des différents contextes. En fait, un apport excessif d'azote, il peut provoquer une croissance de végétation excessive, conduisant à une verse de la culture et favorisant aussi des maladies du feuillage. Donc, ce n'est pas forcément bien d'en donner à foison non plus. Et donc, en fait, basé sur les cartes qu'on a vues précédemment, donc les cartes de végétation, il va y avoir un outil qui va permettre de définir des cartes de modulation. Donc, on va définir une dose minimale, une dose maximale, une dose moyenne. Et donc, après, logiciellement parlant, donc je ne vais pas vous l'apprendre comment ça fonctionne, c'est quand même pas bien compliqué. Ça crée des zones qui vont définir quelle dose d'engrais ou de semences, ça va être apporté. Et donc, ces cartes-là, elles vont être après exploitées directement dans les engins. Et en fait, combiné au GPS, en ayant la carte des doses, on va pouvoir interagir aussi avec l'outil, donc que ce soit un semoir, un épandeur, un pulvérisateur, et en fait lui faire appliquer des doses qui sont prédéfinies à l'avance sur la carte que je viens de vous montrer. Et on utilise finalement la carte pour complètement piloter le semoir. Par exemple, ici, j'ai pris il y a 2 jours celle-là, on a défini une dose à 104 kg par hectare parce que l'endroit auquel il était, la dose définie était de 104 kg hectare. Plus loin, dans le champ, il y avait une dose plus importante, et donc le semoir, il a adapté sa dose directement parce qu'il a récupéré l'information depuis la carte. Et on va rajouter un petit plus, qui est la coupure de section, que François vous a montré, où on va être capable de couper en fait, les éléments de semis les uns derrière les autres, pour ne appliquer la dose qu'à un seul endroit, parce que le problème, ça peut être le recroisement. Par exemple, ici, ça c'est le semoir d'Arnaud, il est impressionnant le truc. Ce que vous voyez, en fait, la première colonne, c'est le nombre de graines qui ont été semées élément par élément. Et donc on voit que ça varie parce que les éléments se sont adaptés finalement à ce qui était sur la carte. Une autre carte ici, donc là, on prend en pleine largeur, et en fait, chaque petit carré que vous voyez, c'est une section. Et donc, quand on va arriver au bout et que ça va commencer à se recroiser, les sections en fait, vont pouvoir se couper les unes derrière les autres. Et on voit en bas, là, sur le côté A, qu'il s'est fermé parce qu'il y avait déjà eu un passage de fait et on n'a pas recroisé. Ça nous donne quelque chose comme ça, à un semis, où finalement, vous voyez que les rangs ils ont été coupés les uns derrière les autres pour ne pas recroiser, pour ne pas apporter la double dose à certains endroits, parce que ce serait complètement contre-productif. Là, c'est un peu Instagram vs réalité, mais bon, normalement, ça se passe plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt comme ça. On ira voir les champs de François. Et donc, on en arrive sur des outils comme ça qui sont très larges. Finalement, plutôt que de recroiser des fois sur plusieurs dizaines de mètres, eh bien, il est capable de couper et donc de n'appliquer que la dose là où il y en a besoin, ce qui permet d'apporter énormément de précision et aussi, évidemment, économiquement parlant, c'est très intéressant. Dernier exemple, c'est que comme on sait où on va déjà passer dans la culture pour pouvoir l'entretenir, donc ça c'est ce qu'on appelle le jalonnage, et bien là où il y a les traces de roues, finalement il n'y a jamais eu de graines, parce que comme on sait qu'on va passer dessus, autant ne pas semer. Et donc le semoir le sait tout seul, et donc va ne pas semer sur les futurs passages qui vont être empruntés par les tracteurs pour entretenir. Enfin, il y a une partie optimisation de la récolte, et là au niveau tech c'est assez impressionnant. Par exemple, pendant la moisson, il faut régler la machine. Tu passes ta vie à ça pendant tout l'été. Et la machine, elle a une caméra directement dans la partie élévateur à grains. Et donc cette caméra, elle prend des images très régulièrement, c'est toutes les quelques secondes, et elle va détecter la présence de paille et les grains cassés. Et en fonction de ça, elle va pouvoir réajuster elle-même ses propres réglages. Là où avant, il fallait attendre d'avoir fait quelques tonnes, regarder, se dire on a trop de grains cassés, il faut que je récarte un peu le contrebatteur, etc. Là maintenant ça se fait tout seul, directement par la machine. Ça c'est du tri de tomates directement dans le champ. Il faut éliminer les tomates vertes, une caméra, reconnaissance d'image, des petites palettes pneumatiques, et ça vire directement les tomates vertes. Pareil, techniquement c'est pas forcément fou, mais voilà.
Et pareil, un peu la même chose, ligne de tri de production de pommes de terre. Ça, on nous l'a fait à la main. On a connu ça. Mais maintenant, pareil, reconnaissance d'image. Et on va pouvoir enlever tout ce qui va être cailloux et terre de manière totalement automatique, juste par la reconnaissance d'image. Et puis là, pendant le travail du sol, puisqu'on est dans la reconnaissance d'image, c'est l'outil qu'on vous a amené devant l'espace Agora. On n'est pas venu faire le salon de l'agriculture, on vous a amené un outil. En fait, c'est une bineuse qui est guidée par caméra. Et donc, je vais vous montrer ça, si vous voulez, entre midi et 2. Il y a une caméra qui repère les rangs. Et la machine est capable complètement de s'ajuster toute seule. Donc, on voit, c'est pas très compliqué hein, finalement. C'est un OpenCV, tout ce qui est de plus simple, c'est un projet de DUT, ça. Et du coup, la machine est capable complètement de s'ajuster et de se recentrer par rapport au rang. Et enfin, si on rajoute un petit peu de connectivité avec tout ça, je vais être obligé d'accélérer, je suis désolé, on peut arriver à ce cas d'usage-là où finalement les machines communiquent entre elles et donc le tracteur en approche de la moissonneuse prend le contrôle du tracteur, verse et le chauffeur de la moissonneuse peut le faire avancer plus, reculer plus, se décaler à gauche, à droite, etc. Il n'y a aucun problème pour ça, ça fonctionne très bien. Et enfin, on a un changement de paradigme assez important. En fait, toute cette évolution technologique, elle a apporté énormément de travail, de précision, etc. Mais ça amène aussi une évolution du matériel, des constructeurs. Tout est connecté. On récupère de la data de partout. On a des cabines de tracteurs qui ressemblent plus du tout à ce que certains pouvaient imaginer. Il y a des nouvelles pratiques tech qui arrivent chez des constructeurs. Et ça donne quelques revers. Le revers, c'est la dépendance technologique à un écosystème. Ce qui fait que maintenant, il y a des achats de matériel qui se font par l'écosystème. Parce qu'ils ont l'antenne, parce qu'on a déjà les logiciels, etc. C'est du matériel de productivité très coûteux, qui est très volé, assez souvent, malheureusement. Ça fait partie des choses. Et ça a apporté en fait un énorme business de la data dans le monde agricole que les constructeurs exploitent extrêmement bien, jusqu'à arriver en fait à faire de la prévision de récolte. Et les constructeurs de matériel agricole aujourd'hui sont quasiment capables de faire de la prévision de récolte. En fait, l'agriculture de précision, elle n'utilise que les ressources que dans la mesure du nécessaire, en fait, pour résoudre des problèmes spécifiques, des problèmes agricoles. On peut réduire en fait les pertes observées par les pratiques agricoles avec les pratiques agricoles traditionnelles, favoriser l'équilibre des éléments nutritifs. En outre, en fait, l'agriculture de précision durable réduit le développement et de la résistance aux pesticides. Et en fait, on peut vous dire merci la tech, merci à vous de participer à tout ça. Merci beaucoup à toi Bertrand d'être venu. Pleine période de semis. Tu vas repartir en plus. Je vais essayer de rester une bonne quinzaine de minutes s'il y a des questions. Voilà, s'il y a des questions, mais voilà, merci beaucoup à lui. Et je vous retrouverai à midi. On va pouvoir faire des démos du matériel pour ceux qui ont envie de voir le GPS et le guidage par caméra. On a ramené le matériel pour ça. Une excellente journée à vous tous.